j'ai décidé de commencer à écrire mes mémoires. Je veux pas faire ça parce que je pense que j'ai une vie trépidante qui mérite d'être racontée. Mais ça fait des centaines, voire des milliers d'heures que je passe à essayer de retrouver et à raconter la vie de mes ancêtres et les ancêtres des autres. Donc c'est bien beau ces actes officiels, ces actes notariés, ces actes de naissance, etc. Mais j'ai quasiment rien de personnel. Quelques lettres par-ci par-là, mais c'est tout. Et d'ailleurs, peu après avoir eu un peu cette réflexion, j'ai ma grande tante, donc la sœur de ma grand-mère, qui me transmet les mémoires de son propre grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en partager un morceau, ces mémoires, de ce document. Parce que je pense que c'est très évocateur de la société dans laquelle cet ancêtre a vécu, et que c'est un solide argument pour vous aussi essayer peut-être de vous convaincre de rédiger vos mémoires. Donc cet ancêtre, qui c'est un monsieur qui s'appelle Jules Roerich. Donc Jules Roerich, il est né en 1870 à Wissembourg en Alsace. Il a eu une belle carrière dont on parlera après. Il a été militaire, puis ensuite il est retourné dans le civil. Ce document, il est très intéressant parce que déjà il s'intitule Ma vie, donc sa vie à lui. Et dès le début, en préambule, il explique lui-même en fait qu'il avait eu la même réflexion que moi je viens de vous exposer. C'est-à-dire que après avoir fini sa carrière professionnelle, il s'est intéressé à ses ancêtres, à ses origines familiales. Et il s'est exactement dit ça. Il s'est dit, j'ai rien de personnel de tous ces gens. Donc du coup, Jules, il est né en 1870, en Alsace. Et je pense que ça vous dit quelque chose, 1870, parce que c'est la guerre franco-prussienne. Du coup, pendant sa petite enfance, sa région passe sous occupation allemande. D'ailleurs, il raconte qu'à ce moment-là, en étant un très jeune enfant, il connaît déjà 3 langues, avant 10 ans. Le français qu'il parle avec sa famille, l'allemand qu'il parle avec sa gouvernante, et l'alsacien qui parle avec ses petits camarades à l'école. Et ce qui est intéressant, du coup, dans l'enfance de cet ancêtre, c'est la région dans laquelle il vit à cette époque, donc 1870, après l'annexion par l'Allemagne. Ce qu'il raconte, c'est que son père, c'était un architecte d'État À Wissembourg, qu'il avait une situation professionnelle tout à fait convenable, confortable, voire même. Et en 1881, quand le jeune Jules a 11 ans, toute la famille, par fierté, par amour peut-être de la nationalité française, décide de quitter l'Alsace, d'aller vivre à Paris. Et ça, malgré le fait que à son père, il perd sa situation professionnelle confortable. Il devient d'ailleurs ouvrier dans les chemins de fer à Paris. Et malgré ce choix de famille qui peut être discuté, ne serait-ce que pour la situation économique, et ben Jules raconte dans ses mémoires que c'est probablement le meilleur cadeau qu'on lui ait fait. Ce qu'il dit, c'est que ses parents ont volontairement sacrifié leur confort de vie pour garantir à leurs enfants d'être français. Et ça, Jules raconte d'ailleurs que, même si c'est un peu une fierté familiale, à l'école, le petit Jules, il était moqué. C'était l'allemand. Il décrit d'ailleurs son père comme étant quelqu'un de très timide. Et par contre, quand il décrit sa mère, qui est femme au foyer à l'époque, elle est très ambitieuse, elle a beaucoup de fierté, surtout d'ailleurs pour ses enfants. À tel point que Jules raconte qu'en fait, elle veut griller les étapes. Et d'ailleurs aussi, ce qu'il raconte, c'est que sa mère le met à la musique très tôt, discipline qu'il adore, il a joué énormément d'instruments, surtout du violon, et il dira même que la musique était le sel de sa vie. Et ce qui est génial aussi, c'est que ce document, certes, il m'en apprend beaucoup sur le contexte familial de mes ancêtres, mais c'est vraiment en fait une version de l'histoire dans la grande histoire. Et ça, c'est génial. Par exemple, en 1889, c'est l'exposition universelle à Paris, avec la Tour Eiffel qui vient d'être faite. Et lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il a eu la chance, avec ses parents, de pouvoir manger au sommet de la Tour Eiffel pendant l'exposition universelle. Donc imaginez, la Tour Eiffel vient d'être réalisée, il y a d'ailleurs des gens qui sont encore en train de la décrier. Et vous avez le privilège de manger tout en haut, de ce savoir-faire technologique que vient de nous présenter la France, et vous avez cette vue sur Paris comme personne ne l'a jamais eu avant. D'autres anecdotes qui m'ont beaucoup intéressé, c'est les villes dans lesquelles il a vécu. Par exemple, il dit que pendant sa formation de lieutenant, il séjourne au château de Fontainebleau. Et ça, c'est formidable parce que moi, j'habite à 20 km de Fontainebleau. C'est-à-dire que je suis passé devant ce château des centaines de fois, et encore aujourd'hui, du coup, je suis capable de savoir, de reconnaître la fenêtre, la chambre dans laquelle mon ancêtre a vécu. Et par exemple, il dit aussi qu'il passe par Besançon. Et Besançon, là aussi, c'est marrant parce que j'ai vécu 2 ans à Besançon pour une partie de mes études. Et aussi, quand je vous parlais des petites histoires dans la grande histoire, à ce moment-là, c'est l'affaire Dreyfus. Dans ses mémoires, mon ancêtre Jules raconte comment, selon lui, sa carrière a été freinée par cette affaire parce qu'il refusait de jouer le jeu des clans. Il n'a pas voulu prendre parti. Et ça, malgré le fait que parfois ses supérieurs pouvaient avoir un avis bien tranché et que ça aurait pu l'aider s'il avait pu partager les mêmes idéaux. D'ailleurs, en 1914, au tout début de la Première Guerre mondiale, il est le premier à défendre sa gouvernante
d'origine allemande et avec un fort accent, qui est soupçonnée d'être espionne allemande et qui aurait pu être envoyée en prison. Donc là, c'est formidable parce que moi, j'apprends énormément de choses sur le contexte familial de l'époque, sur aussi la vie de mon ancêtre et les bouleversements sociétaux qu'il traverse. Il y a quelque chose qui était assez étonnant aussi pour moi en première lecture en tout cas de ce document. C'était la manière dont c'était rédigé. C'est-à-dire que moi, je m'imaginais un texte très soutenu. En fait, il est rédigé avec une grande simplicité. C'est là qu'on voit que mon ancêtre, en fait, il voulait pas rédiger ses mémoires par ego pour impressionner, mais juste par désir de transmettre. En fait, dans tout ce document, il évoque plein de choses. Il évoque ses échecs, ses réussites, ce qu'il pense l'a aidé ou ne l'a pas aidé dans son éducation. Il évoque ses amours. Et il évoque aussi ce qu'il pense des événements qui se passent dans la société à ce moment-là. En fait, il semble regarder sa vie avec beaucoup de recul, en étant très détaché. Alors c'est pour ça que retrouver ces mémoires-là, ça m'a vraiment conforté dans cette idée de rédiger mes mémoires. Je ne me lance pas dans la rédaction de mes mémoires juste par ego, juste par désir de transmettre. Peut-être que dans 200 ans, que ce soit mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, ou dans 10 générations, il y a quelqu'un qui, comme moi ou comme mon ancêtre, va s'intéresser à l'histoire de sa famille, à la généalogie. Et je pense qu'il sera très content de retrouver ces documents d'une dimension tout à fait personnelle, qui permettent vraiment d'avoir déjà des éléments sur la famille, mais également un véritable prisme d'observation de l'histoire. Donc ce document, je vais le rédiger tout au long de ma vie. Là, j'ai décidé de commencer maintenant, à une certaine étape de ma vie, qui va reprendre mes quasiment 30 premières années, en étant le plus objectif possible, mais aussi en racontant mes ressentiments à chaque étape. Il va raconter les grands événements qu'on a vécus, le Covid, la guerre en Ukraine pour les événements les plus récents. Mais le but, c'est que ce document, il évolue tout au long de ma vie, à chaque étape où je vais décider d'y apporter une nouvelle pierre. Donc pour finir, j'aimerais vous dire que si vous avez la chance d'avoir encore des lettres anciennes de vos ancêtres, des mémoires, des photos, tout autre document, conservez-les. Je vous jure qu'un jour, peut-être vos enfants même vont s'intéresser à votre famille et vous serez bien content de pouvoir leur présenter ça. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était ma première vidéo face caméra. C'est pas forcément évident, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo même. Et donc n'oubliez pas, moi je commence la création de contenu par rapport à la généalogie en parallèle de ma micro-entreprise de généalogiste. Si jamais vous avez besoin d'aide sur vos recherches, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ce sera avec un grand plaisir si je peux travailler sur votre famille. Et à bientôt.